Bonjour à tous, merci Al-Nilam pour cette invitation. Donc, je vais vous parler du diagnostic différentiel entre les pays d'essai et les neuropathies amyloïdes. Et vous allez voir que c'est un sujet extrêmement intéressant et c'est un sujet aussi important parce que ce sont deux neuropathies qui se traitent, mais qui se traitent avec des traitements très différents. Et pour un bon traitement des patients, il faut qu'on fasse déjà un bon diagnostic. Alors, on va commencer par les pays d'essai, la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique. Alors, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est ce qu'on appelait aussi dans le temps les polyradiculonévrites chroniques. Donc, une PIDC, par définition, c'est une polyneuropathie qui est acquise. Donc, ce n'est pas quelque chose de génétique, c'est acquis. C'est une atteinte de la myéline, c'est une maladie démyélinisante, c'est une maladie auto-immune et c'est une maladie qu'on peut traiter. C'est une maladie dont le diagnostic, on va revenir là-dessus, dont le diagnostic est surtout clinique et électrophysiologique. Donc, la clinique, l'EMG vont être fondamentaux pour le diagnostic. On dispose d'autres examens qui peuvent nous aider, l'analyse du liquide céphalorachidien, la biopsie nerveuse. Voilà, ça, c'est des éléments qui peuvent nous orienter. Et puis, de plus en plus aussi, l'IRM des plexus qui peut être une aide au diagnostic. Mais la base du diagnostic, le cœur du diagnostic d'une PIDC, c'est vraiment la clinique et c'est l'EMG. Et il y a un dicton qui traîne dans les bouquins de neurologie qui vous dit que toute neuropathie démyélinisante idiopathique est une PIDC potentielle. Ça veut dire simplement que devant une polyneuropathie démyélinisante, il faut toujours avoir cette option de diagnostic de PIDC dans la tête. Alors, je ne vais pas insister sur la physiopathologie de la PIDC. C'est une réaction auto-immune spécifique d'organes. Il y a en même temps une réaction humorale, une réponse humorale et une réponse cellulaires qui sont dirigées contre des antigènes du nerf périphérique qu'on ne connaît pas encore très bien. Ça commence à venir, on en connaît deux ou trois, mais dans l'énorme majorité des cas, on ne sait pas quel est l'antigène. Donc, c'est décrit quelquefois comme étant la sclérose en plaques du système nerveux périphérique. C'est décrit aussi quelquefois comme étant un Guillain-Barré prolongé. Et d'ailleurs, par définition, dans une PIDC, pour pouvoir poser un diagnostic de PIDC, pour distinguer une PIDC d'un Guillain-Barré, il faut que les symptômes durent plus de 2 mois. Donc, c'est une maladie inflammatoire, démyélinisante, chronique du système nerveux périphérique. C'est quelque chose qui est rare. Vous voyez que ça représente à peu près 5% des polyneuropathies. On estime en France qu'il y aurait 100 à 200 nouveaux cas par an. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'énorme. Et on considère qu'il y aurait quelque chose comme 1200 à 2500 patients actuellement en France traités. Mais vous verrez tout à l'heure que le principal problème de la PIDC, c'est qu'on est souvent dans le surdiagnostic et que beaucoup de ces PIDC n'en sont probablement pas. On reviendra là-dessus tout à l'heure. En tout cas, en termes d'évolution, vous voyez que c'est quelque chose qui évolue de façon progressive dans 20 à 30% des cas et ça évolue par poussée dans 70 à 80% des cas. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui ressemble à la sclérose en plaques avec une maladie qui peut évoluer de façon progressive ou qui peut évoluer par poussée. Et on a même quelquefois des patients qui font une seule poussée qui va durer quelques mois et la maladie s'éteint progressivement. Alors, comment faire le diagnostic de PIDC? Des critères diagnostiques ont été publiés l'an dernier par l'Académie européenne de neurologie. Et je reprends ici les principaux critères. Donc, vous voyez les critères cliniques, ils sont tels que présentés là. Donc, c'est une affection qui est progressive ou rémitante, qui est habituellement symétrique, qui va toucher les muscles distaux et proximaux de tous les membres, avec aussi une atteinte sensitive qui va toucher au moins 2 membres. Et par définition, il faut que ça évolue pendant plus de 2 mois, donc pour distinguer ça d'un Guillain-Barré, et avec cliniquement des réflexes ostéotendineux qui sont soit abolis, soit altérés. D'accord. Donc, vous voyez que la forme typique de PIDC, les mots-clés qu'il faut retenir, c'est symétrique. C'est quelque chose qui est symétrique. Et l'autre mot-clé, c'est qu'il y a le plus souvent une atteinte proximale. D'accord. Ce n'est pas une neuropathie qui est longueur dépendante. Et on va avoir donc une atteinte symétrique, distale et proximale. Et ces formes typiques, elles représentent grosso modo les 2 tiers des cas. Donc, quand vous avez un patient avec ce profil-là, en général, le diagnostic est le bon. À côté de ça, vous avez des variants de PIDC
Et c'est souvent ceux-là qui vont poser problème avec des variants plutôt distaux, avec un profil plutôt longueur dépendant, des variants de type multifocaux, c'est-à-dire qui vont imiter une mononeuropathie multiple. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Lewis et Sumner. C'est finalement une mononeuropathie multiple démyélinisante. Vous avez aussi des formes focales, des formes purement motrices et des formes purement sensitives. Mais là, on entre dans des choses plus compliquées et qui sont plus du registre de centre de référence. Vous, ce que vous devez retenir, c'est que 2 fois sur 3, on est quand même sur quelque chose d'assez typique, de bilatéral, de symétrique, de proximal et distal. D'accord? Donc, quand on a ce type de profil, voilà, ça oriente déjà très, très fortement. Moi, ce que je vois en pratique, c'est que c'est souvent des patients qui vont se plaindre d'une faiblesse des cuisses. Ça, c'est un bon argument. Un patient avec une polyneuropathie et qui a une faiblesse des cuisses, qui a du mal à monter les escaliers, ça signe l'atteinte proximale, ça signe le fait que c'est réellement une polyradiculoneuropathie avec une atteinte des racines et des nerfs. Ensuite, les critères électrophysiologiques, vous les avez là. Ici, vous avez les critères moteurs, c'est les critères classiques, hein. C'est des critères de démyélinisation avec des latences distales prolongées, avec des vitesses de conduction qui sont ralenties, des latences d'onde F qui sont allongées, la présence de blocs de conduction, de dispersion temporelle. Voilà, c'est des critères assez classiques. Et il faut qu'on ait une atteinte de type démyélinisante sur au moins 2 nerfs. Alors, il faut qu'on ait 2 nerfs. Ça, c'est un critère de support fort. Et vous voyez qu'ici, en 2, si ça ne touche qu'un nerf, on considère que c'est un niveau de preuve faible. Donc, vous voyez que c'est assez exhaustif en termes d'EMG. Et quand vous avez un patient chez qui vous suspectez une PIDC, il faudra faire les vitesses de conduction sur les 4 membres et vraiment veiller à chercher les critères de démyélinisation. Donc ça, bien sûr, ça s'applique en dehors des zones de compression. Donc là, on n'inclut pas le canal carpien, on n'inclut pas le cubital au coude, on n'inclut pas le SPE au col du péroné. Là, il faut vraiment que ces mesures, pour être valables, soient faites en dehors des zones de compression. On a des critères sensitifs. Pareil, vous voyez, il faut qu'on les retrouve sur au moins 2 nerfs, donc une atteinte sensitive, soit une latence allongée, soit une amplitude diminuée, soit une vitesse qui est ralentie. Ça, c'est un critère qui est considéré comme solide. Si vous n'avez ces anomalies que sur un seul nerf, vous voyez que du coup, on est sur un niveau de preuve qui est beaucoup plus faible. Donc, vous voyez que ces critères, ils sont extrêmement importants. Et en fait, la plupart du temps, quand on se plante, quand on se trompe sur un diagnostic de PIDC, et ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré, c'est souvent à cause d'un EMG qui est mal interprété, d'un EMG qui va être interprété comme démyélinisant, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Donc, c'est souvent l'EMG qui est le maillon faible du process diagnostique. C'est souvent là que le clinicien va se tromper et il va avoir du démyélinisant là où il n'y en a pas. Donc, attention avec ces EMG. Il faut qu'on ait des anomalies qui sont claires et il faut qu'elles touchent au minimum 2 nerfs. Et vous savez tous comme moi que ce n'est pas toujours évident, hein, chez des patients qui ont quelquefois de l'œdème, qui sont obèses, qui sont un peu diabétiques, etc. Quelquefois, c'est très difficile de dire si on est vraiment devant une neuropathie clairement démyélinisante. Donc, vous le voyez, des critères cliniques, des critères électrophysiologiques, et puis ensuite un traitement des PIDC qui est aujourd'hui bien établi avec un niveau de preuve très élevé. Le traitement, ce sont les trois traitements qui sont ici en rouge. Donc, les immunoglobulines par voie intraveineuse, les échanges plasmatiques et les corticoïdes. Ce sont les 3 traitements possibles qui ont une efficacité prouvée dans des essais contrôlés versus placebo, qui ont été conduits sur de larges populations de patients, en général sur des durées de 4 à 6 semaines. Donc, c'est des traitements qui fonctionnent. Vous savez qu'en pratique, le plus souvent, ce sont les immunoglobulines qui sont utilisées parce que, pour des raisons surtout pratiques, hein, les échanges plasmatiques ne sont pas toujours disponibles. Les corticoïdes, vous savez qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Ce n'est pas toujours facilement utilisable chez tous les patients, en particulier chez les patients âgés avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Mais en tout cas, vous avez le choix théoriquement entre ces 3 traitements qui, dans les publications, dans les études, ont une efficacité similaire.
Alors, si vous voulez revoir tout ça en détail, nous avons rédigé ici à Bicêtre le PNDS hein, des pays d'essai qui est disponible gratuitement sur le site de la HAS. Donc, vous pouvez aller sur le site et récupérer le document qui va reprendre un petit peu tous ces critères cliniques, électrophysiologiques et qui reprend la prise en charge thérapeutique de ces patients. Le gros problème des pays d'essai, c'est le problème du diagnostic différentiel. Là, vous avez vu les critères, ils sont cliniques, ils sont électrophysiologiques. Et quand vous reprenez le papier qui décrit les critères diagnostiques de pays d'essai, le papier, il a 30 pages. Hein, et sur les 30 pages, il y a à peu près 20 pages qui vous disent ce qu'une pays d'essai n'est pas. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un a une PIDC, il faut non seulement avoir les critères cliniques électrophysiologiques, mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas autre chose, que ce ne soit pas une autre neuropathie. Donc, théoriquement, avant de poser un diagnostic de PIDC, vous devez éliminer quasiment tout ce qui est là. Vous devez être sûr que ce n'est pas une neuropathie liée au HIV, par exemple, que ce n'est pas un POUM syndrome, que ce n'est pas une neuropathie diabétique, que ce n'est pas un myélome, etc., que ce n'est pas une neuropathie liée à l'insuffisance rénale, une neuropathie carentielle. Donc, et vous voyez dans la liste, on reviendra là-dessus, il y a l'amylose, bien sûr, qui apparaît assez vite. Donc ça, c'est un véritable problème et c'est ça aussi qui conduit au surdiagnostic des pays d'essai, c'est que dans l'absolu, on est censé éliminer toutes les autres causes de polyneuropathie. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste éliminer toutes les autres causes? Jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut faire des tests génétiques Charcot-Marie-Tooth chez tout le monde? Est-ce qu'il faut faire une biopsie de glande salivaire chez tout le monde, etc., etc. La limite est assez floue. Et moi, ce que je vois souvent en pratique, c'est qu'on diagnostique une PIDC chez quelqu'un qui a une polyneuropathie sans cause évidente. C'est souvent comme ça que ça se passe en pratique. Votre patient, il a une neuropathie, vous faites un bilan qui est plus ou moins exhaustif, vous ne trouvez pas de cause évidente. À l'EMG, vous avez des petits signes de démyélinisation. Et puis, voilà, les immunoglobulines sont dégainées et le patient est traité. Donc, il y a un énorme problème de diagnostic différentiel avec les pays d'essai. On sait que les critères ne sont pas suffisamment sensibles et spécifiques. Et on sait tous un certain nombre, on va dire, de nos patients avec un diagnostic de PIDC, en fait, ont probablement autre chose là-dessous. Alors, quels sont les drapeaux rouges qu'il faut garder en tête? Et c'est peut-être celle-ci cette diapo, qui est la diapo importante de ce topo aujourd'hui. Ça, c'est les drapeaux rouges qui doivent vraiment vous faire remettre en question le diagnostic de PIDC. Par exemple, un patient avec une PIDC qui a des signes généraux, qui est fatigué, qui perd du poids, une altération de l'état général, attention, ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas habituellement dans les PIDC et ça doit vous inciter à aller chercher autre chose, hein, une amylose en particulier, mais aussi une sarcoïdose, une connectivite. Un autre élément important, bien sûr, c'est la non-réponse au traitement. Un patient avec une PIDC qui ne répond pas au traitement, c'est pas typique. La moitié, enfin, généralement, globalement, la majorité des patients avec une PIDC répondent au traitement par IGIV. Et on peut d'ailleurs utiliser ce critère de réponse au traitement comme un critère diagnostique. Le patient qui s'améliore sous IGIV, c'est un bon critère pour une neuropathie inflammatoire. Donc, un patient qui résiste au traitement, il faut penser à autre chose. Lymphome, amylose, POUM syndrome, Charcot-Marie-Tooth. Et on estime dans les grandes séries qui sont publiées dans la littérature qu'il y a toujours au moins 10, 15, voire 20% des patients avec des PIDC qui ne répondent pas au traitement. Et on imagine qu'un certain nombre, si ce n'est la plupart de ces patients, ont probablement un autre diagnostic sous-jacent. D'autres éléments, c'est la présence d'une chaîne gamma, c'est la présence de ganglions, une atteinte cutanée, une atteinte osseuse, une perte axonale précoce, un patient qui, malgré le traitement, va continuer à perdre des axones avec des nerfs qui vont s'éteindre. D'autres éléments importants qui sont toujours pas recherchés, qui sont pas toujours recherchés, pardon, c'est les antécédents familiaux, Charcot-Marie-Tooth, maladie métabolique. Là aussi, c'est important. La présence d'une dysautonomie, c'est un drapeau rouge aussi dans les pays d'essai. Il n'y a pas d'hypotension orthostatique, il n'y a pas de troubles digestifs, il n'y a pas de troubles sexuels, etc., etc. Donc, vous voyez, la liste est importante. Et quand vous avez un patient avec une PIDC, c'est vraiment des questions que vous devez vous poser.
est-ce que j'ai vraiment éliminé tout le reste? Est-ce que je suis sûr que mon patient a une PIDC? Donc, gardez en tête ces drapeaux rouges, ils sont vraiment fondamentaux. Quand on a ces drapeaux rouges, en général, c'est souvent à ce moment-là qu'on a les patients qui arrivent au centre de référence pour essayer de faire le tri. Et là, on va sortir notre boîte à outils avec des examens qui sont un peu plus spécialisés et on va aller faire un bilan complémentaire justement pour essayer de trouver un éventuel diagnostic différentiel. Alors, ça peut être des analyses génétiques pour le Charcot-Marie-Tooth, ça peut être de la génétique pour la transthyrétide, ça peut être un PET scan pour chercher un cancer, ça peut être le dosage du VEGF pour chercher un syndrome POOMS, etc., etc. Donc là, on va aller chercher des choses sous-jacentes. L'un des premiers diagnostics différentiels, et on s'en rend compte de plus en plus souvent, ce sont les causes génétiques. C'est le Charcot-Marie-Tooth, hein. Et on a tous eu dans tous nos hôpitaux quelques mauvaises surprises de patients traités pendant des années par IGIV et chez qui on se rend compte au bout de quelques années qu'en fait, c'était une maladie de Charcot-Marie-Tooth. On a même fait un travail il y a maintenant 2 ans où on a essayé d'analyser parmi les pays d'essai qui ne répondaient pas au traitement. Vous voyez que c'est en France, en Suisse et en Belgique. Combien en fait étaient des CMT? Vous voyez que c'est 3,5%. Donc 3,5% des pays d'essai qui étaient en fait des Charcot-Marie-Tooth. Et quand on reprenait les dossiers, on voyait effectivement que la plupart d'entre eux étaient traités par IGIV depuis des années. Je crois que le record, c'était un patient qui avait eu des IGIV pendant 15 ans et pourtant qui ne s'améliorait pas. Donc on voyait tous les courriers sur 15 ans où on nous disait les immunoglobulines n'ont pas l'air de changer grand-chose, mais on continue le traitement. Donc voilà, c'est des choses à garder en tête et on ne vous en voudra jamais de faire une analyse génétique CMT en trop dans ce contexte parce que ça a des implications déjà en termes de traitement. Si votre patient a une CMT, on arrêtera les IGIV et ça a des conséquences sur le plan familial, hein. C'est des maladies qui se transmettent et donc toute la famille va être concernée. L'autre diagnostic différentiel important, c'est l'amylose, l'amylose à transthyrétine. Et ce diagnostic-là, il est crucial, il est fondamental pour une seule et simple raison, c'est que l'amylose à transthyrétine, c'est une maladie qui se traite avec un traitement spécifique. Et louper ce diagnostic et considérer le patient comme ayant une PIDC et le traiter par IGIV, c'est une perte de chance énorme pour le patient. Donc, c'est un diagnostic qu'il ne faut pas louper. C'est une maladie en plus qui est génétique, donc qui va concerner non seulement le patient, mais aussi le reste de la famille. Et vous voyez que des neuropathies amyloïdes qui sont capables de mimer une PIDC, c'est décrit depuis très longtemps, hein. On a clairement des neuropathies amyloïdes qui se présentent cliniquement et sur le plan électrophysiologique comme une PIDC. Et vous avez ici un certain nombre de publications. Vous voyez une de nos collègues de Limoges et puis une autre qui est issue de Bicêtre. Donc vous voyez, c'est un diagnostic différentiel important. Et sur les quelques travaux qui ont été publiés sur le sujet, vous voyez que quand on regarde le groupe des PIDC qui ne répondent pas aux IGIV, il y a 13 à 15% de ces patients qui en fait avaient une amylose à transthyrétine sous-jacente. Et ça, c'est des choses qu'on voit hein, très régulièrement ici dans le centre de référence, des patients chez qui on diagnostique une neuropathie amyloïde et qui en fait ont été suivis et traités quelquefois pendant plusieurs années par IGIV. Donc, c'est la transition parfaite pour enchaîner sur les neuropathies amyloïdes héréditaires à transthyrétine. Qu'est-ce que c'est que ces neuropathies? Eh bien, c'est des maladies rares, c'est des maladies génétiques, c'est une transmission autosomique dominante. Et ce qui se passe, c'est qu'une mutation sur le gène TTR va entraîner l'apparition d'une protéine TTR anormale, circulante, produite par le foie et qui va s'accumuler dans différents tissus, en particulier au niveau des nerfs périphériques. C'est ça qui va provoquer la neuropathie, mais ça va se déposer aussi au niveau du cœur. Donc, c'est des patients qui vont faire des cardiopathies. Ça peut se déposer aussi dans le rein, dans l'œil, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est l'atteinte neurologique. C'est une maladie avec deux pics, un pic précoce. Vous avez des patients
chez qui ça va débuter aux alentours de 30 ans. C'est l'image classique qu'on a d'une maladie génétique, quelque chose qui débute plutôt chez le sujet jeune. Mais vous voyez qu'en France, on a beaucoup de patients en fait, chez qui la maladie va commencer après 50 ans. Alors c'est vrai que ce n'est pas intuitif de se dire qu'une maladie génétique débute après 50 ans, mais c'est la réalité. Et on s'en rend de plus en plus compte d'ailleurs, pas uniquement avec l'amylose, mais avec d'autres maladies génétiques. Une maladie génétique, elle peut parfaitement commencer après 50 ans et même après 60 ans ou même après 70 ans. L'âge finalement n'est pas un critère d'exclusion d'une maladie génétique. Donc, dans la neuropathie amyloïde, je vous l'ai dit, la protéine anormale, elle va s'accumuler dans les nerfs périphériques. Ça va entraîner des troubles sensitifs, ça va entraîner des troubles moteurs, ça va toucher aussi le système nerveux autonome. Et c'est ça qui fait la particularité de l'amylose. Ce sont des patients qui vont avoir une hypotension orthostatique, qui vont avoir des troubles digestifs, diarrhée, constipation. C'est des patients qui vont avoir des troubles sexuels, un type d'impuissance. Et en général, pour ce qui est de la neuropathie, elle est plutôt longueur dépendante, avec une atteinte qui débute en distalité et qui va remonter progressivement. L'atteinte cardiaque pour les formes neuropathiques, elle apparaît souvent dans un deuxième temps, l'atteinte rénale également. Donc, en fait, si vous voulez une image du patient qui a une neuropathie amyloïde, c'est un patient qui a une neuropathie qui est plutôt axonale, plutôt longueur dépendante, et la plupart du temps dans un contexte d'altération de l'état général, donc perte de poids, fatigue, etc. Dans mon expérience, les neurologues souvent, ou les internistes, quand ils sont confrontés à un patient qui a ce profil-là, la première hypothèse pour eux, ça va être le cancer. C'est ça, c'est à ça qu'on va penser d'abord. On va se dire, il a une neuropathie, il perd du poids, il s'altère, il est fatigué. Et nous, on voit très régulièrement des patients qui ont eu de multiples PET scans, qui ont eu des biopsies ostéomédulaires, enfin, qui ont eu des bilans oncologiques à répétition, quelquefois sur des années et des années, avant qu'on pense à l'amylose. Donc, attention, quand vous avez ce type de profil, il faut penser à l'amylose et pas forcément se lancer bille en tête sur un possible diagnostic oncologique. Alors, comment faire le diagnostic d'une neuropathie amyloïde? Donc, tout est dans le titre. Il faut mettre en évidence l'amylose. On aime bien avoir la preuve histologique du dépôt d'amylose. Cette preuve de dépôt, aujourd'hui, de plus en plus souvent, on la voit sur la glande salivaire. Ça peut se voir aussi sur la peau. Dans le temps, on faisait beaucoup de biopsies de nerfs, mais aujourd'hui, c'est quasiment terminé sur cette indication. Donc, l'examen clé, on va dire, en termes de répartition géographique dans tous les hôpitaux, le plus facilement accessible, c'est la biopsie de glande salivaire. Mais attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut faire une coloration en rouge Congo. Vous ne verrez pas l'amylose si vous ne faites pas de coloration rouge Congo. Je vous dis ça parce que j'ai vu plusieurs patients qui avaient eu sur plusieurs années plusieurs biopsies de glandes salivaires qui étaient interprétées comme normales. Et vous savez que si vous envoyez un prélèvement de glandes salivaires à un anapathe, il va vous faire des colorations relativement basiques et il va vous faire une classification Chisholm et Mason pour l'inflammation. Mais si vous ne lui demandez pas spécifiquement de faire la coloration, il ne la fera pas. Donc, quand vous faites cette demande de BGSA, précisez bien que vous cherchez une amylose et qu'il faut faire une coloration rouge Congo. Et j'ai eu quelques patients comme ça catastrophiques où effectivement, ils avaient eu 2 ou 3 biopsies de glandes salivaires, toujours considérées comme normales. Le patient continuait à s'aggraver, la neuropathie empirait. Et quand on faisait finalement le diagnostic et qu'on reprenait ces biopsies de glandes salivaires et qu'on faisait la coloration, eh bien, en fait, on voyait qu'elle était positive depuis le début et qu'il y avait de l'amylose sur les prélèvements depuis le tout début de l'histoire. Donc, attention, précisez bien à votre anapathe que vous cherchez une amylose et que vous voulez une coloration rouge Congo. L'amylose, dans les formes cardiaques essentiellement, elle est présente aussi au niveau du cœur et elle est visible sur la scintigraphie osseuse au biphosphonate. Et quand vous avez un marquage de ce type-là, comme sur l'image, vous voyez que le cœur est complètement marqué par cette scintigraphie au biphosphonate. Ça, c'est un bon argument aussi pour dire qu'il y a une amylose cardiaque. Et donc, ça, c'est un élément important du bilan cardiologique et quelquefois, dans quelques rares cas, quand on a vraiment une image typique, un tableau clinique typique, on peut éventuellement se passer d'avoir la preuve histologique.
mais globalement, on préfère avoir cette preuve. Le deuxième élément du diagnostic, outre la preuve histologique, bien sûr, bah, c'est le test génétique, hein. On a ici des patients qui ont une maladie génétique, et une maladie génétique, ça se diagnostique sur de la génétique. Il faut mettre en évidence la mutation. Donc, pour poser le diagnostic, il faut le dépôt d'amylose, mais il faut la mutation sur le gène TTR. Vous avez ici les laboratoires en France qui font cette analyse génétique. Donc, nous la faisons ici au Kremlin Bicêtre avec un rendu assez rapide, hein. Globalement, c'est 2 à 3 semaines pour le rendu du résultat. Vous voyez que Lille le fait aussi. Vous voyez qu'Henri Mondor le fait aussi. Et Limoges le fait aussi. Donc, c'est une simple prise de sang. Le patient signe un consentement éclairé et on fait l'analyse génétique là-dessus. Le gène TTR, c'est un tout petit gène. Il n'est vraiment pas compliqué à analyser. Je crois qu'il n'a que 4 exons. Donc, ça peut être assez rapide et c'est assez exhaustif. Donc, on ne va pas passer à côté d'une mutation. En général, c'est assez facile à identifier, hein. C'est pas comme dans d'autres gènes, comme la titine, etc., où on peut avoir des gènes énormes avec beaucoup de variations et où il peut être difficile de trouver une mutation. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est un gène très petit, facile à analyser, et on peut avoir un rendu assez rapide. Alors, Alnilam a développé de son côté un système de diagnostic génétique que vous voyez ici cité sur cette diapositive, que vous pouvez éventuellement essayer et voir avec eux. Ça peut être quelque chose de réalisable en première intention, mais en sachant quand même que s'il y a quelque chose, il faudra confirmer ce résultat dans un laboratoire français, dans un des laboratoires que je vous ai cités sur la diapo précédente. Donc voilà pour l'amylose et les PIDC. Vous voyez que le gros problème, ce sont les critères diagnostiques de PIDC qui ne sont pas suffisamment pointus et qui font que beaucoup de patients qui n'ont pas de PIDC sont quand même finalement étiquetés PIDC. J'espère que vous avez bien compris cette problématique, que vous avez bien compris quels étaient les drapeaux rouges qui devaient vous faire douter du diagnostic de PIDC. Je vous présente maintenant les résultats d'une enquête qui a été menée sous l'égide d'Alnilam dans les 2 années qui viennent de passer, qui a été faite auprès de neurologues et des internistes. Une enquête qui est centrée justement sur cette problématique du diagnostic différentiel des PIDC et des neuropathies amyloïdes. Le but voilà, était d'analyser les pratiques, de mesurer le niveau de connaissance, et de voir si les neurologues, les internistes étaient suffisamment sensibilisés au problème de l'amylose, s'ils savaient déjà au moins que la maladie existait, s'ils savaient que cette maladie avait un traitement et que louper un diagnostic d'amylose avait des répercussions considérables, non seulement sur le patient, mais aussi sur toute sa famille. Donc vous voyez que c'était un questionnaire qui a été envoyé à 1100 professionnels. Et on a interrogé les médecins sur leur cohorte de patients PIDC. On leur a demandé de préciser si ces PIDC répondaient ou pas aux IGIV. On les a interrogés sur la prescription de l'analyse du gène TTR et sur leur connaissance par rapport au centre de référence. Donc, c'est une étude qui a été envoyée tous les 3 mois pendant 1 an avec un questionnaire identique à chaque vague. Vous avez ici un profil des médecins qui ont répondu. Vous voyez 66% d'hommes, 34% de femmes, avec un âge moyen de 47 ans. Vous voyez que c'est surtout des neurologues qui ont répondu, 85%, avec un exercice hospitalier. Et vous voyez que c'était plutôt des neurologues qui exerçaient dans des centres hospitaliers généraux. Donc, ce qui est logique, hein, finalement, les PIDC, les amyloses, elles sont plutôt dans les hôpitaux. Ce pas des patients qui sont pris en charge par les neurologues libéraux. Et donc là, effectivement, on touche au nœud du problème, c'est-à-dire les neurologues qui exercent en centre hospitalier non CHU, on va dire. Et on sait qu'il y a beaucoup de PIDC sous IGIV dans ces centres. Donc voilà les chiffres, ils sont assez intéressants. Vous voyez que tous ces médecins, c'est peut-être la colonne de droite ici qui est entourée en rouge, qui est intéressante. Vous voyez qu'il y avait au total 1800 patients qui étaient diagnostiqués comme ayant une PIDC, ce qui paraît énorme, hein, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure.
Ça fait beaucoup de patients et on peut déjà imaginer d'emblée qu'un certain nombre n'ont pas une PIDC. Les trois quarts des patients étaient sous IGIV, donc 1300 patients sous IGIV, et vous voyez que 20% ne répondaient pas aux IGIV. Là, on tombe un peu dans les chiffres classiques qui sont décrits dans la littérature. Je vous disais tout à l'heure, globalement, 10, 15, 20% des PIDC, on le sait, ne répondent pas au traitement. Donc, vous avez ici 276 PIDC qui ne répondent pas aux IGIV. Et vous voyez que sur ces 276 patients, il n'y en a que 144 à qui on a proposé de faire le test TTR. Et vous voyez qu'il y en a 123 qui ont fait ce test. Et sur ces 123, vous voyez qu'il y en a 34 qui étaient positifs. 34 patients qui avaient effectivement bien une neuropathie amyloïde. Donc vous voyez, quand vous rapportez au 123, là, ça vous fait 28%. Et quand vous rapportez c'est peut-être celui-là le chiffre le plus intéressant, 276 patients non répondeurs aux IGIV, bah, vous en avez 34 qui ont une TTR. D'accord? Donc c'est vraiment une question, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut se poser systématiquement. Un patient qui a une PIDC qui ne répond pas au traitement, il faut absolument aller plus loin, chercher autre chose, chercher une autre maladie. Et vous allez chercher en priorité les maladies qui peuvent se traiter, bien sûr. Et là, vous avez l'amylose, effectivement, qui est assez prévalente et qui est une maladie qu'on peut traiter. Donc là, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, ça reprend un petit peu les chiffres que je vous ai donnés, mais vous voyez que sur les patients qui avaient une PIDC résistante, ben, voilà, il y en avait un certain nombre qui étaient positifs pour la TTR. Et l'autre chiffre important, vous voyez que ce test TTR n'a été proposé qu'à la moitié des patients. C'est-à-dire que 55% des patients avec une PIDC qui résiste aux IGIV, on ne leur a pas proposé de test TTR. Et on peut très bien imaginer qu'il y a probablement des patients avec une neuropathie amyloïde dans ce groupe-là. Donc tout ça, vous voyez, nous indique que ça reste sous-diagnostiqué. La neuropathie amyloïde est sous-diagnostiquée. On n'y pense pas suffisamment souvent et on ne demande pas les tests génétiques suffisamment. Ce qu'on voit aussi sur l'étude, vous avez vu tout à l'heure qu'on envoyait le questionnaire tous les 3 mois, c'est qu'il y a une sensibilisation qui se fait, c'est logique, c'est intuitif. Plus on sensibilise les médecins à la problématique, et en fait, plus ils vont demander d'analyse génétique. Donc vous voyez que l'enseignement, la sensibilisation, c'est quelque chose d'extrêmement important si on veut arriver à un bon diagnostic. Alors, quels étaient les arguments qui étaient retenus pour faire ou pas le test génétique? Bah, c'est un petit peu les éléments que je vous ai décrits tout à l'heure de la neuropathie amyloïde. Si votre PIDC a une hypotension orthostatique, si elle a des troubles gastro-intestinaux, si elle perd du poids, si elle a une dysfonction érectile, bah, ça, c'est des éléments qui vont vous faire penser à la neuropathie amyloïde. Quels sont les éléments qui font qu'on n'a pas réalisé le test TTR? Bah, vous voyez que souvent, déjà, bah, c'était qu'il y avait un autre diagnostic, mais vous voyez qu'il y avait aussi le manque d'information. Le test TTR n'a pas été proposé tout simplement parce que le médecin ne le connaissait pas, parce qu'on est dans les maladies rares et qu'il n'y a pas pensé du tout. Donc là encore, vous voyez, c'est important, l'enseignement, c'est important, la diffusion des messages, c'est important pour un bon diagnostic. Donc voilà, pour conclure, vous avez vu que la neuropathie amyloïde, c'est une neuropathie qui est grave, qui est mortelle, mais surtout aujourd'hui, c'est une neuropathie qui est traitable. On a des traitements qui sont efficaces, mais pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'on les donne très tôt. Et il devient de moins en moins admissible de louper ce type de diagnostic, de passer à côté, parce que les conséquences sont énormes, déjà pour le patient, mais aussi pour toute sa famille. C'est une maladie qui se transmet, qui va toucher ses enfants, ses petits-enfants. Et finalement, louper un diagnostic chez un patient, c'est louper un diagnostic dans une famille entière. Donc, il faut y penser en particulier quand vous avez des PIDC qui vous paraissent atypiques, qui répondent mal au traitement. Et vous voyez que sur la petite étude qui a été réalisée, on arrivait quand même à une trentaine de patients en France qui étaient positifs pour la TTR, qui avaient une authentique neuropathie amyloïde, en sachant que le test n'a pas été proposé chez l'autre moitié des patients. Donc ça reste sous-diagnostiqué.
il faut y penser. N'hésitez pas à vous renseigner sur les documents, sur les PNDS, le PNDS amylose, le PNDS PIDC. N'hésitez pas à nous contacter, nous, dans les CHU, dans les centres de référence, hein. Il y a des centres de référence neuromusculaires dans tous les CHU français. Donc, que vous soyez à Marseille, à Bordeaux, à Lille ou à Strasbourg, il y a des médecins qui connaissent tout ça parfaitement bien dans les différents CHU et il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès des collègues. Donc, retenez ce message, important de penser à l'amylose TTR, en particulier chez les patients qui ont une PIDC qui résiste au traitement. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention.